Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau dossier X. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau sujet. À l'heure où je vous parle, il existe deux grands courants de pensée vis-à-vis du climat. Ceux d'un côté qui sont convaincus que l'homme, à cause de son industrie, à cause de sa pollution, est responsable du changement climatique. Deuxième clan, ceux qui pensent que la nature influence et change elle-même le climat, comme elle l'a fait de nombreuses fois au cours des dernières extinctions. Quand je me suis penché sur la problématique du projet ARP, parce que vous avez été extrêmement nombreux à me demander de m'y pencher, eh bien j'ai découvert qu'il existait un troisième courant. Et c'est ce troisième courant aujourd'hui que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo, celui qui va peut-être vous choquer, comme j'ai pu l'être lorsque j'ai découvert les travaux, les personnes, les scientifiques qui se sont penchés à « est-il envisageable de changer le climat de notre planète ?» Allez, intro. Quand on navigue sur Internet, on se rend compte que globalement, il existe énormément de sites dits conspirationnistes, de sites de fake news, mais aussi il existe la problématique de sites officiels du gouvernement autour de différents sujets. On sent qu'il y a vraiment les deux clans qui s'opposent, certains pour cacher certaines vérités, d'autres pour continuer à fantasmer ou à défier l'autorité. C'est toujours la problématique quand on se penche sur ces sujets relativement sensibles, voire même très sensibles. La question légitime qu'on peut se poser, parce qu'on sait que le fameux projet ARP existe, et je vais bientôt vous en parler en détail, d'après les observations, un groupe de militaires, un groupe de scientifiques américains dispose d'une base en Alaska, donc qui est l'un des États américains, qui a comme objectif de modifier la ionosphère à ses propres intérêts, qu'il décide en amont. À l'heure où des milliers de personnes sont dans la rue, en France, mais aussi dans différents pays du monde, à l'heure où la civilisation, l'humanité défie ses leaders pour changer de monde, il est temps de se pencher sur l'histoire et quelles sont les personnes et quelles sont les volontés de vouloir changer le climat. Quelles sont les répercussions sur vous, les hommes, les femmes, sur les flux migratoires à travers la planète, sur les animaux, la flore? Est-ce que l'homme peut se dresser et est-ce que l'homme peut être l'égal de Dieu? Cette vidéo va un petit peu vous choquer parce que les égos démesurés des militaires et de certains scientifiques est sans limite. La naissance du projet ARP se déroule en 1993-1994 dans une petite ville qui s'appelle Gakona, en Alaska, qui est l'un des États américains globalement très reculés de toute frontière possible. Cette petite ville n'a pas été choisie au hasard. Ce qu'on se rend compte lorsqu'on fait un petit peu de recherche, c'est que l'endroit où est situé Gakona est un endroit très proche de l'observation de la ionosphère, et c'est la raison pour laquelle cette base va être construite à cet endroit précis. La ionosphère, à cet endroit du globe, est beaucoup plus sensible au rayonnement solaire. D'ailleurs, c'est là où on peut observer ces magnifiques aurores boréales. Bien évidemment, pas que, mais c'est un endroit extrêmement agréable pour pouvoir les observer. Comment fonctionne le projet ARP? Donc c'est un émetteur radio extrêmement puissant qui comporte 180 éléments dipôles sur un énorme réseau d'antennes. Toutes ces antennes émettent à haute fréquence. L'émetteur est alors dirigé vers la ionosphère, située à une altitude approximative de 65-70 km jusqu'à 350 km d'altitude, et dont le rayonnement de celui-ci peut varier de plusieurs kilomètres à quelques mètres. Globalement, pour la faire très simple, imaginez un rayon et qu'on ait la capacité d'augmenter ou diminuer le rayon de ce rayon. Quand ce rayon rentre en contact avec la ionosphère, il modifie celle-ci. Et donc, du coup, l'échauffement réalisé dans la ionosphère
avec ce rayonnement, globalement est assez proche de ce que l'on peut voir dans les perturbations de l'ionosphère de façon naturelle. Alors, je vous parle en termes probablement vous ne connaissez pas vraiment, au début je ne les connaissais pas, mais on va parler des choses vraiment très claires, nettes et précises. Quels sont les objectifs d'un tel projet? Je dis, quels sont les objectifs non cachés d'un tel projet? Alors, le premier, c'est bien évidemment étudier l'ionosphère. Étudier les perturbations de cette couche de la haute atmosphère par les orages magnétiques. Ensuite, c'est étudier les effets de ces perturbations qui peuvent avoir comme cas, le premier, donc les perturbations de communication au niveau mondial des radios. Deuxième point, c'est les navigations par satellite. Et ensuite, les réseaux de transport d'électricité. Alors là, je vous imagine cogiter un petit peu derrière votre écran et vous vous dites « Ok, je commence tout doucement à comprendre quel est le potentiel d'un tel projet. » Vous imaginez si demain vous pouvez, en appliquant ce type de rayonnement à tel endroit dans l'ionosphère, couper un pays tout entier ou une ville de campagne, peu importe, de toute radio, ou simplement de toute navigation de satellite, ou encore pire, de ces réseaux électriques. Alors, vous allez me dire, certains d'entre vous vont dire, mais c'est du complot, c'est un fantasme. Alors, ce que je vous dis, non, là, tout ce que je viens de vous énumérer, c'est des choses totalement officielles du projet HARP. Dans un deuxième temps, la question fondamentale autour de ce sujet, c'est est-ce que ce projet, ce fameux projet HARP, a la possibilité de modifier le climat? Globalement, les scientifiques qui vont se pencher sur ce projet, à la modification de la ionosphère à leur bon vouloir, sont subventionnés bien évidemment par le gouvernement américain, mais notamment pendant plusieurs années par l'armée américaine. Aujourd'hui, le projet HARP, du moins le département, cet énorme département à Gacona, c'est une université qui a repris. Mais pendant de nombreuses années, c'était les militaires. Et il faut savoir que c'est pas la seule antenne. Il y en a une à Porto Arecibo, il y en a une en Russie, il y en a une en Australie, il y en a une en Afrique du Sud. Il y en a dans différents endroits du globe et qui sont toujours globalement financés par les militaires américains, russes et autres, bien évidemment. Donc la question légitime est, est-ce que ce projet HARP peut modifier le climat? Extrait. À l'aube de l'âge nucléaire, une nouvelle ère scientifique et une nouvelle vision du monde sont apparues. Dès le début de la guerre froide, on a commencé à se dire qu'on pouvait retourner la nature contre son ennemi. On s'est dit qu'on pouvait peut-être faire neiger à longueur d'année en Russie. La guerre froide aurait bien mérité son nom. Ce désir de détourner les phénomènes naturels a donné naissance à la première expérience à grande échelle de modification climatique. Il s'agit du projet Cyrus. Le projet Cyrus consistait à ensemencer un ouragan. Et à ce moment-là, il y en avait un au large des côtes géorgiennes, loin des habitations. Ils ont envoyé un avion dedans et l'ont ensemencé. Quand j'ai lu le journal et que j'ai vu ce qu'ils avaient fait, j'avais l'impression de voir des enfants jouer avec une panoplie du parfait chimiste. Si on mélangeait le tout pour voir ce qui se passe. Et ce qui s'est passé, c'est que l'ouragan a fait demi-tour pour se diriger vers la côte géorgienne, près de la ville de Savannah, et a causé beaucoup de dégâts. L'ouragan a fait 1 mort, 400 sans-abri, et 1500 immeubles ont été endommagés ou détruits en seulement 24 heures au mois d'octobre 1947. À la fin de la journée, l'armée américaine a classé top secret le projet et ses données, permettant ainsi de couvrir l'expérience et d'éviter le scandale. Quand on voit ces quelques images, ces explications, tout de suite, on se dit, ok, l'homme joue définitivement à essayer de devenir Dieu, quelque part. C'est assez terrifiant, mais ça va aller au-delà. Est-ce que vous avez déjà, et j'en suis certain, entendu parler de ces fameux chemtrails ou chemtrails, en fonction de comment vous le dites, hein, vous savez, c'est ces longues traînées dans le ciel. Bon, il y a tout un fantasme autour de ça, il y a tout un ensemble de sujets qui posent problématique, est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, moi je vais essayer de rester extrêmement terre-à-terre, extrêmement pragmatique, et quand on apporte la problématique HARP et le changement climatique, bien évidemment, le sujet des chemtrails arrive sur la table. Je me suis posé la question, est-ce que, quelque part, quelqu'un avait décidé d'épandre comme ça, d'ensemer le ciel de produits chimiques ou autres? Est-ce que c'est quelque chose de logique ou de possible? Eh bien, je suis tombé sur quelques extraits, sur différents papiers, sur différents livres, de gens, certains pas sérieux, d'autres
très sérieux, et je vais vous mettre un petit extrait, parce que je pense que quelques mots et images valent mieux que mes explications pour vous donner une idée de comment ça fonctionne et de quel est leur objectif. Image. Dans le laboratoire du scientifique Irving Langmuir, lauréat du prix Nobel de chimie, deux jeunes scientifiques, Vincent Schaffer et Bernard Vonnegut, se fixent un objectif simple, fabriquer un nuage. En bon scientifique, ils remplissent une chambre aseptisée de vapeur d'eau et s'attellent à la tâche. En vain. Et puis, quelqu'un a mis accidentellement sa main dans sa poche pleine de pièces en argent. Et quand il a remis sa main dans la chambre, un nuage s'est formé. L'introduction accidentelle de poussière d'argent offre la clé. Une minuscule impureté autour de laquelle une goutte commence à se former. Des dizaines d'années plus tard, les particules d'iodure d'argent sont encore l'un des principaux noyaux de condensation utilisés pour l'ensemencement des nuages. Dans un scénario d'ensemencement type, l'avion vole sous la base du nuage et il libère les particules d'iodure d'argent dans le courant chaud ascendant. Les avions d'altitude percent le cœur du nuage et larguent de la neige carbonique directement sur la vapeur glaciale qui se trouve à cette altitude. Avec un peu de chance, cela déclenchera la pluie et préviendra la chute de grêle. Alors on voit que avec cet extrait, ils mettent des particules d'argent dans les nuages pour modifier le climat, pour modifier à certains endroits très précis le climat d'une région. Soit pour qu'il pleuve plus, soit pour qu'il pleuve. On a d'autres cas, je vais vous mettre aussi un extrait, sur ces spécialistes qui font éviter de tomber la grêle à tel ou tel endroit en la remplaçant par de la pluie, ou qui décident de faire tomber justement de la grêle pour telle ou telle raison, économique, militaire, agroalimentaire, bref, extrait. Voici Walt Geiger. Il dirige le programme d'études des changements climatiques de l'ouest du Kansas, l'un des plus importants au monde. Sa spécialité est l'ensemencement des nuages. Sa mission, prévenir les orages de grêle. Notre principal objectif dans ce programme est de changer la dynamique des nuages. Souvent, les nuages naturels ne sont pas capables de produire de la pluie. Ils ont besoin d'un petit coup de pouce, et c'est notre rôle. Dans l'ouest du Kansas, l'agriculture représente le principal revenu et la grêle est l'ennemi numéro 1. Dans l'ouest du Kansas, les orages de grêle sont très fréquents. Les grêlons n'ont pas besoin d'être très gros pour causer des dommages à certaines cultures, comme le blé et le maïs. Alors on fait tout notre possible pour réduire la taille des grêlons afin d'obtenir les meilleures récoltes possibles. Quand on revient un petit peu fondamentalement dans l'histoire, je suis tombé sur une opération top secrète, et vous savez la rigueur que j'ai à traiter ces sujets-là. Et cette opération top secrète, qui s'appelle l'opération Popeye, a eu lieu pendant le Vietnam, et les Américains ont dispersé tout un ensemble de produits chimiques dans le ciel, qui est globalement la naissance des chemtrails, au-dessus du Vietnam, et ont rendu le Vietnam, certaines régions du Vietnam, totalement ensevelies sous les eaux avec des pluies torrentielles. Quelques images, c'est assez déroutant. L'armée américaine a utilisé la modification artificielle du climat comme arme au Vietnam et au Laos. À partir de 1966, l'armée de l'air américaine a fait plus de 26 vols top secrets d'ensemencement des nuages. Appelé Projet Popeye, cette opération clandestine avait pour objectif de rendre les principales routes d'accès ennemies impraticables. Elle s'est concentrée sur la route d'Ho Chi Minh, un axe principal pour les Nord-Vietnamiens. Ils n'ont pas simplement essayé de changer le temps pour 1 ou 2 jours. Ils ont changé tout le climat au-dessus de la route d'Ho Chi Minh en provoquant la pluie, jusqu'à ce que toutes les routes du Vietnam du Nord soient paralysées par la boue. Quand on va même plus loin et qu'on se penche après le nitrate d'argent, après la grêle qu'on transforme en pluie, ou la pluie qu'on retransforme en grêle, ou ces fameux épandages chimiques, et ces épandages chimiques bien évidemment au Vietnam, hein, avec sous le commandement de Kennedy,
avec le fameux agent orange, mais il n'y a pas que ça, je vous parlais de l'opération Popeye, qui est aussi, vous avez vu quelques images, qui est aussi modifier certaines zones pour les rendre en fait totalement inhospitalières, détruire les cultures, ralentir la vie locale et permettre à des troupes militaires de pouvoir prendre le contrôle plus facilement de telle ou telle zone. Bon, ça paraît surréaliste, on se dit c'est pas possible, comment on peut modifier le climat? Mais au final, c'est pas si difficile que ce que moi j'imaginais avant de faire mes recherches. Et je pense que pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas, pareil, vous vous rendez compte qu'au final, on est dans quelque chose de beaucoup plus simple, ou dans quelque chose globalement que l'on maîtrise déjà depuis longtemps. Mais c'est pas tout. De nombreux scientifiques militaires se sont posé la question aussi, est-ce qu'on pouvait ralentir et dévier, choisir un chemin, le chemin d'un ouragan ou d'une tornade? Quelques images qui, moi aussi, m'ont laissé un petit peu scotché. Quelques images. Au milieu des années 60, Bob Simpson, directeur du programme de recherche américain sur les ouragans, ainsi que sa femme Joanne, l'une des plus grandes chercheuses dans le domaine des climats tropicaux, sont parvenus à le faire. Le projet, également supervisé par la marine, le Bureau météorologique américain et la Fondation scientifique nationale, a été appelé projet Storm Fury. L'idée centrale du projet, c'est que si vous prenez une patineuse qui fait une pirouette, elle arrive à tourner plus vite en serrant les bras et les jambes le long de son corps, conservant ainsi ce qu'un physicien appellerait la vitesse angulaire. Elle se met à tourner très rapidement sur elle-même. Un ouragan fonctionne un peu de la même façon, puisque la vitesse de rotation la plus rapide est atteinte au niveau de l'œil. Donc, si on parvient à empêcher la patineuse de rabattre ses bras et ses jambes près de son corps, elle ne pourra pas tourner aussi vite. Le couple Simpson a entrepris d'ensemencer un anneau de nuages à l'extérieur du mur de l'œil d'un ouragan, créant ainsi un second mur de l'œil, plus grand, plus lent et moins puissant. À chaque fois qu'ils ont tenté l'expérience, ils ont obtenu une réduction de la vitesse du vent d'au moins 15%. Mais l'expérience était dangereuse. Elle obligeait les pilotes à faire ce qu'on leur avait toujours dit de ne pas faire, pénétrer dans un ouragan. Quand on entre dans un ouragan et qu'on s'approche du centre, il y a souvent des turbulences plus ou moins légères. Sur un vol commercial, c'est le moment où on vous demande de retourner à votre place et d'attacher votre ceinture. Mais tous les 2 ou 3 ans, on va connaître des turbulences plus fortes et plutôt impressionnantes. Et là, c'est le moment où la femme assise derrière vous se met à hurler pendant le vol. Le projet Storm Fury a ensemencé des ouragans pendant 8 jours et renouvelé l'opération pendant 21 ans. Alors tout ça, tous ces différents extraits que je vous ai montrés, on les imagine globalement d'un point de vue un peu complotiste au départ. On se dit mais qu'est-ce qu'ils veulent faire avec? C'est globalement pour prendre le contrôle d'un pays, d'une ville. C'est toujours dans un objectif militaire. Globalement, tout ce que l'homme fait est d'abord dans un objectif militaire, de conquête, d'armement, de suprématie. Malheureusement, c'est un petit peu le monde dans lequel on vit, je dirais, dans une grande partie de l'Occident, on fonctionne comme ça. Mais certains scientifiques, je vous mets aussi quelques extraits qui expliquent qu'on peut changer le climat à notre avantage. Ce qui est intéressant, quelque part, c'est que on a des scientifiques qui sont totalement conscients de la problématique du changement climatique. Comme je vous disais au début de vidéo, est-ce qu'elle est naturelle, naturellement organisée par la nature, par le réchauffement du soleil, et on rentre dans un nouvel âge de modification du climat, avec peut-être probablement une prochaine grande extinction, ou est-ce que quelque part l'homme moderne, l'homme industriel, modifie le climat depuis un siècle par son activité industrielle, thermo-industrielle, avec le CO2 en masse, avec la problématique de la production de vaches. Alors bien évidemment, il y a la pollution des voitures, mais on a tendance à trop la maximiser parce qu'en fait, elle représente une goutte d'eau, en fait, cette problématique de pollution de l'automobile. On est plus dans une problématique de pollution sur les grands containers ou sur le système d'aviation ou bien évidemment sur la problématique de l'élevage, notamment de l'industrie agroalimentaire qui concerne les viandes. C'est-à-dire qu'on va déforester, mettre des enclos à vaches, utiliser des centaines de milliers de litres d'eau pour abreuver ces vaches, détruire la forêt,
détruire la nappe phréatique, détruire l'environnement, et puis en plus ces vaches, vu qu'elles sont extrêmement nombreuses, renvoient une sorte d'énorme amont de méthane dans notre espace, dans notre ciel. Donc globalement, toutes ces questions, elles sont sur la langue de tout le monde. Vous avez vu, on est au plein milieu de la polémique la France souhaite un nouveau cap, et il n'y a pas que la France, on sent qu'il y a vraiment une volonté, une prise de conscience vis-à-vis de la problématique climatique. Et tu as des scientifiques qui se sont posé des questions, ils se disent comment on peut faire pour protéger potentiellement, par exemple, du réchauffement. Eh bien, quelques extraits avec justement cette explosion volcanique en utilisant les cendres, mais aussi en projetant des particules de fer dans les océans. Bref, quelques images assez intéressantes sur comment combattre globalement le réchauffement climatique. De nombreux projets de géo-ingénierie sont déjà en cours. L'un d'entre eux envisage d'injecter d'importantes quantités de poussière dans les couches supérieures de l'atmosphère, reproduisant une énorme éruption volcanique. Lorsqu'un volcan entre en éruption, il inonde l'atmosphère avec des particules de cendres. Ces particules renvoient les rayons du soleil dans l'espace et les empêchent d'atteindre le sol, provoquant un rapide refroidissement de la planète. La Terre s'est considérablement refroidie 1 an après l'éruption du Pinatubo. C'était quelque chose d'évident. Et depuis le milieu des années 60, on se dit qu'on pourrait peut-être ajouter artificiellement de la poussière dans la stratosphère et rafraîchir la planète. Ce n'est peut-être pas une solution contre le réchauffement climatique, mais ça prouve qu'on développe régulièrement et facilement des techniques pour manipuler le climat de notre planète. Ces mêmes résultats pourraient être obtenus en contrôlant la composition et la localisation des traînées de condensation laissées par les avions. Et il existe des techniques bien plus étonnantes encore. L'une d'entre elles consiste à fertiliser l'océan avec du fer. Cela engendrerait une prolifération du phytoplancton qui consommerait notre surplus de dioxyde de carbone en l'attirant vers les profondeurs, prévenant ainsi le réchauffement climatique. Alors, c'est bien évidemment pas tout ce que les scientifiques font pour combattre le réchauffement climatique. Il y a la prise de conscience, il y a ce que potentiellement peuvent faire les politiques, même si globalement on est une grande majorité à trouver qu'elles ne servent pas grand-chose, elles servent leurs propres intérêts, avec toute cette gestion des lobbies. Mais globalement, voilà, il y a quand même des scientifiques qui cherchent des alternatives pour essayer, globalement, simplement, de survivre, la faune, la flore et nous, de survivre tous ensemble. Autre point, très tendancieux, très conspirationniste, comme on pourrait dire, c'est que de nombreuses personnes ont expliqué que le projet HARP avait aussi comme objectif de manipuler l'esprit humain. Bon, alors, au début, je me dis, bon, c'est compliqué, mais j'avais fait déjà des recherches, pas uniquement sur ce sujet-là, mais vous le savez, si vous êtes des habitués de la chaîne, sur Mockingbird, sur l'opération Paperclip, sur l'opération MKUltra, et je suis globalement un habitué de tous les tests, tous les projets que la CIA a fait pendant des années. Et j'ai pensé tout de suite au projet MKUltra de la CIA, qui est un projet qui a été déclassé, où il y a des témoins encore vivants, sur comment modifier la psyché humaine à un dogme, à une décision prise par le modificateur, par la CIA ou par autre organisation. Et il semblerait que HARP, vu que ça fonctionne avec les hautes mais aussi les basses fréquences, que si l'homme est exposé à des projections à très basse fréquence d'un tel rayonnement, eh bien il peut subir une sorte il peut être globalement influencé par ce rayonnement. Alors, je vais vous mettre quelques extraits. Un extrait qui m'a paru assez intéressant et dont j'ai pu vérifier le fait que ça fonctionne. Parce que sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Vous allez voir, j'ai mis un extrait de Jesse Ventura, qui est un ancien militaire, qui a fait une émission un peu show américain. Bon, c'est pas... Ça racole beaucoup, mais par contre, la petite expérience qu'il va faire avec ce scientifique qui a proposé, qui a démontré ça au Parlement européen, ça c'est vérifiable. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion, en plus lui se prête au jeu, quelques images, ça va vous donner une idée dans quelle mesure on peut modifier ou faire modifier la volonté d'un être humain grâce ou à cause de ce genre de rayonnement. Images. Voici un appareil que des amis allemands ont mis au point.
Nous en avons fait une démonstration lors d'une séance publique devant le Parlement européen. C'était un prototype, mais ça a marqué les esprits. Ça, c'est un lecteur de CD classique. Et ça, ce sont des transducteurs piézoélectriques. Pour faire simple, ces petits objets peuvent convertir un signal acoustique en signal électrique, qui va pénétrer le système nerveux et vous faire entendre des voix. Si j'allume l'appareil, que je place les transducteurs ici et que je me bouche bien les oreilles, je vais entendre la musique du CD alors que je ne porte pas d'écouteurs sur les oreilles. Ce n'est pas le nerf auditif. Le son emprunte un autre chemin. Il fonctionne? Il suffit de l'allumer. Allez-y, je veux essayer. Si je me colle ces trucs sur le cou, je vais être le seul à entendre de la musique alors que je ne porte pas d'écouteurs. Tout à fait. Bouchez-vous bien les oreilles, s'il vous plaît. Jesse Ventura avait des doutes sur la capacité des antennes du projet HARP, situé en Alaska, de prendre le contrôle de l'esprit humain. Mais le docteur Begich a un appareil permettant de démontrer comment l'émetteur HARP peut envoyer un signal directement au cerveau. Qu'avez-vous entendu? De la musique. Mais c'était étrange. J'essayais de comprendre d'où elle venait et ça semblait venir de là. Exactement. J'avais la sensation d'entendre le son venir du sommet de mon crâne et de mon front. Si on étudie le signal HARP, on constate qu'il transmet des informations acoustiques et que dès qu'il affecte notre cerveau, notre état émotionnel change. C'est facile à faire. Donc ça manipule le cerveau. Tout à fait. Souvenez-vous que c'est dans les années 60 que toutes ces études sur le contrôle de l'esprit sont apparues. Et le New York Times a découvert qu'un des cobayes de ces recherches n'était autre que le terroriste nommé Unabomber. Alors a-t-il pris pour cible des gens travaillant dans le domaine technologique à cause des expériences qu'il avait subies? Le gouvernement américain a reconnu avoir utilisé 8000 soldats comme cobayes. La technologie est simple et les composants faciles à trouver. Il suffit d'avoir les connaissances nécessaires pour moduler le signal comme quand on cherche sa station de radio. Il suffit d'harmoniser l'émetteur et le récepteur pour qu'il se passe des choses. Et ça fonctionne de la même manière au niveau géophysique. Ciblez un élément instable et vous aurez votre séisme. C'est un jeu d'enfant. Afin de donner un petit peu plus de crédit à tout ceci, on a eu cette possibilité de récupérer une déclaration d'un ancien directeur de la CIA. Donc c'est très récent, c'est entre 2013, il est directeur entre 2013 et 2017, donc il va pas faire vraiment le feu. Il s'appelle John Owen Brennan, donc c'est l'ancien directeur de la CIA et il prend la parole où vous allez voir en quelques images que non seulement les chemtrails sont bien réels, mais qu'en plus il y a une certaine volonté de modifier effectivement le climat, à certains groupes, gouvernements, à certaines décisions militaires, économiques et politiques. Image. Another example is the array of technologies, often referred to collectively as geoengineering, that potentially could help reverse the warming effects of global climate change. One that has gained my personal attention is stratospheric aerosol injection, or SAI, a method of seeding the stratosphere with particles that can help reflect the sun's heat in much the same way that volcanic eruptions do. An SAI program could limit global temperature increases, reducing some risks associated with higher temperatures and providing the world economy additional time to transition from fossil fuels. This process is also relatively inexpensive. The National Research Council estimates that a fully deployed SAI program would cost about $10 billion yearly. As promising as it may be, moving forward on SAI would also raise a number of challenges for our government and for the international community. On the technical side, greenhouse gas emission reductions would still have to accompany SAI to address other climate change effects, such as ocean acidification, because SAI alone would not remove greenhouse gases from the atmosphere. On the geopolitical side, the technology's potential to alter weather patterns and benefit certain regions of the world at the expense of other regions could trigger sharp opposition by some nations. Others might seize on SAI's benefits and back away from their commitment to carbon dioxide reductions. And as with other breakthrough technologies,
global norms and standards are lacking to guide the deployment and implementation of SAI and other geoengineering initiatives. Avant de conclure cette vidéo, je vais vous mettre quelques extraits, parce que c'est toujours bien d'être factuel. Et vous savez, dans le monde dans lequel on vit, dans le monde dans lequel on fonctionne, l'information et la désinformation se font un combat globalement tous les jours. Regardez ce qui se passe avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes ceci, les gilets jaunes cela, le gouvernement ceci, le gouvernement cela. Et pour une personne qui est assez extérieure à ces deux tendances, il est toujours très difficile de savoir tirer le vrai du faux. C'est ce qu'on appelle la formation et la désinformation en permanence. De nombreux sujets, si même globalement tous les sujets, sont assujettis à ces deux mouvements pour globalement flouter les frontières, mais surtout pour induire, on va mettre le doute à vous, au public, de choisir ou de rallier une cause. Et du coup, quand c'est trop compliqué, on préfère abandonner. Donc, bien évidemment, le projet HARP ne fait pas exception à tout ça. Cependant, j'ai essayé de récupérer, parce que sur Internet, il y a des trucs intéressants pour ça, il y a des mecs qui ont récupéré plein d'extraits de journaux télévisés. Dedans, il y a BFM TV, dedans, il y a iTélé, dedans, il y a CNews, il y a plein de choses où on nous dit justement voilà, que le changement climatique avec une volonté technologique, c'est possible. Allez, quelques images avant de terminer sur des cas un petit peu plus pointus. Cette année, les premiers flocons sont précoces à Pékin. Ils sont tombés 2 mois plus tôt que l'an dernier. Une anomalie qui n'a rien de naturel. Les climatologues chinois disent avoir envoyé dans l'atmosphère des particules chimiques qui déclenchent ces précipitations. Mais cette fois, les températures proches de 0 degré ont pris de court les habitants. La neige a provoqué des problèmes de circulation dans la capitale et des vols ont dû être retardés. Plus au nord, dans la province de Jilin, des arbres sont couchés sous le poids de la neige. Les intempéries ont aussi multiplié les accidents de circulation. Mais en contrôlant ainsi le climat, la Chine espère remédier à la sécheresse. Sécheresse, les Chinois ont la réponse, provoquer la neige. À Pékin, un manteau de neige fabriqué artificiellement a recouvert la ville. Depuis des années déjà, les météorologues chinois provoquent la pluie en injectant des substances chimiques dans les nuages. Et toujours à l'étranger, cette vision étonnante de Pékin sous la neige. Les flocons ne sont pas tombés naturellement du ciel, mais ont été obtenus artificiellement. C'est une opération menée dans le cadre de la lutte contre la sécheresse qui persiste. C'est ce que nous explique Françoise Desmarais. Des sapins recouverts de neige, c'est Noël avant l'heure pour les météorologues chinois. Car cette neige, c'est leur récompense. Elle n'est pas venue naturellement. Ils l'ont provoquée pour lutter contre la sécheresse. Comment ? En intervenant directement sur les nuages dits non précipitants, ceux qui sont constitués d'une multitude de gouttelettes d'eau microscopiques ou de cristaux de glace, pas suffisamment gros pour tomber. Pour forcer la nature, il s'agit d'introduire des agents glacogènes dans les nuages, soit à partir du sol grâce à des générateurs, soit par avion. Une technique qui garantirait plus de précision dans l'introduction des produits. Les techniques sont connues et pratiquées de par le monde pour provoquer la pluie, empêcher la grêle, dissiper certains brouillards ou la pollution. Alors c'est complètement dingue, on pourrait avoir globalement Noël, on pourrait avoir la neige toute l'année, vous allez me dire. Mais il y a forcément un prix à payer. C'est-à-dire que quand on joue comme ça avec le climat, il y a forcément un prix. Et il semblerait que autour de la problématique de Fukushima, alors il y a eu cette explosion de cette centrale nucléaire, mais elle a été réalisée à cause d'un tsunami qui est complètement, je dirais, détruit en partie la centrale, mais ce tsunami n'est pas venu tout seul. Et je vais vous mettre quelques images d'un sismologue qui est le responsable de sismologie du cas de Fukushima, notamment, et c'est vraiment quelqu'un d'assez éminent, j'ai checké son parcours, c'est vraiment quelqu'un de très pointu, qui va nous expliquer toute la problématique. 今回起きました東北地方太平洋沖地震について、その本震の規模を再解析いたしました。その結果、これまで 8.8 と言っておりました規模を 9.9 と改正します。9.0 と改正します。申し訳ございません。8.8 の規模を 9.0 と改正します。これは当初我々普通に行う通常の地震が起きた時の割れ方をした時の解析をしてございましたが、今回の地震の破壊の様子を
もう一度丁寧に点検してみますと、通常とは異なりまして、複雑な形で、3回、3つ大きな巨大な地震が起こる、連続して発生する、このような起き方をしているということが分かりました。このことから連続して複雑な形で3つが起こっていることを意識してもう一度再解析を行ったところ、マグニチュードは 9.0 であるということが分かりましたので、本日その 8.8 から 9.0 に訂正するお知らせをしているところでございます。このような複雑な形で、地震が起こるということは極めて稀で、少なくとも我々は初めてでございました。最初の破壊、それでも 8.8 に相当する大きな破壊ですので、そういう破壊で全体像を見てたわけでございますが、もう少し丁寧に見ていくと、通常のそれだけでは説明できない別の波があるということが分かりました。2枚目3枚目をちょっと見ていただきますと、ちょっと昭和カメラに映していただければいいんですが、2枚目に資料の2枚目に、メカニズムとそれからマグニチュード、モーメントマグニチュードと呼んでございますが、正確にはモーメントマグニチュードでございます。それが MW9.0 でございます。メカニズムそのものは、これまで発表していたものと変わりません。西北西東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型、これについては変わりませんが、大きさが MW9.0 となります。それではその資料の方は3枚目複雑で全部で50分という時間のスケールを示してございます。1回の波形が大体100秒ぐらい、おおむね2分ぐらいの長さが一つの波形に相当するもので、大きな波がかなり何回か続いてございます。その後ろの方にあるもっと大きなものが今回最初我々が解析したものの中には入ってなかったということでございます。これはオーストラリア、外国のオーストラリアで撮った波形でございますが、ここに一つ波がありまして、それからまたここに続いて大きな波がございます。地震が割れ始めて我々は最初この波に注目して、破壊の最初の大体おおむね100秒ぐらい、断層が割れていく4キロぐらいで割れていきますから、400キロぐらいの長さに相当する断層面から出された波でございます。そういうものが最初の破壊と思った 8.8 と思っておりましたが、その後ろに通常こういうものが後ろないものですから、これをよく見てみますと、どうもこの中に2つの破壊があるということが分かりました。でそして都合3つの破壊があって全体を構成している、これら全体像、この波全部を含めて地震の規模を再解析したわけでございます。そうしますと大きさが MW9.0 になったということでございます。浜田政務官。それから総務大臣政務官浜田和之君。お答えいたします。地震兵器とか自然改変装置というのは別にアメリカだけではなくて、旧ソ連も今のロシアも中国も多くの国々がですね、研究開発に余念なく取り組んできた事実があります。でしかも地震あるいは津波、人工的に起こすということは実は技術的には十分可能だと言われているのは、国際政治軍事上においては常識化されているわけであります。そういった意味でスマトラ沖の問題にしてもそういう可能性があるということを十分踏まえた上で、世界の国際政治の現実ということを捉える必要があるというのが私の基本的な考え方であります。だからといってそのことによってアメリカ政府やアメリカのさまざまな企業が日本のために援助をしない、そんなことは決してありません。現実にさまざまなですね、アメリカの軍の関係の技術、国立のさまざまな研究所からですね、今回の大震災に関して技術的な協力をしたいという申し出が寄せられているという事実があるわけであります。Pour conclure cette vidéo, parce que il faut bien la conclure, au début, comme je vous disais, j'étais très sceptique vis-à-vis du projet HARP. J'avais lu beaucoup de fantasmes et je m'étais un petit peu retiré du débat parce que
C'est toujours compliqué quand il y a déjà tant d'animosité, tant de gens qui ont une opinion contre ou pour, peu importe. Hein. Je respecte autant les sceptiques que les gens qui en sont convaincus. Moi, je m'intéresse qu'aux faits, qu'aux déclarations qui sont publiques. C'est pour ça que dans les vidéos Dossier X, on ne s'occupe que ce qui est globalement officiel, ce qui est vérifiable. Et force est de constater que je n'ai pas trouvé de source irréfutable quant à la volonté d'une destruction d'un pays total par l'armée américaine. Je n'ai pas trouvé ça, mais par contre j'ai trouvé les pistes nécessaires, ou du moins j'ai trouvé de quoi démontrer que les Américains ont réfléchi à le faire. On n'a pas la preuve, et il n'existe aucune preuve, en tout cas dans mes recherches, et il y en a forcément, mais dans des dossiers, je l'imagine, mais en tout cas, aujourd'hui, il n'existe pas de preuve irréfutable qu'ils aient appliqué ça à tel ou tel endroit. Il y a plein de pistes de réflexion qui nous mettent vraiment un vrai doute. Sachant la capacité de certaines agences, notamment la CIA, le département de la Défense, la NASA, la NSA, aux États-Unis, à cacher un petit peu des projets, des secrets, des études. On l'a bien vu avec le phénomène OVNI, qui pendant presque 60 ans, on nous a dit que ça n'existait pas, qu'il n'y avait jamais eu de dossier, d'enquête et tout ça, pour découvrir que, au final, là, en 2017, l'année dernière, on apprend qu'il y a eu vraiment, et qu'il y a encore une étude sérieuse organisée par le gouvernement sur la thématique. Donc, moi je me dis simplement, quand je vois ça, ma réaction, c'est décidément, l'homme se prend vraiment pour Dieu, veut changer encore et prendre prendre le pas sur tout. C'est peut-être ça, moi, qui me choque le plus, c'est que on joue un petit peu à Dieu sans peut-être réfléchir ou penser aux effets secondaires que ça va gérer. Est-ce que tous les problèmes que l'on a aujourd'hui autour du climat sont liés à des effets secondaires évoqués par ce que je vous disais au début de la vidéo, les deux premiers groupes, ou est-ce que ce sont aussi des effets secondaires parce que des militaires à travers la planète, américains, russes, chinois et autres, essayent de jouer les apprentis sorciers, et qu'aujourd'hui on en paye le prix fort? C'est une question vraiment légitime quand on voit le contenu de cette vidéo, quand on voit le contenu du projet ARP, et je vous invite à aller faire vos propres recherches. Donc on est obligé quelque part d'accepter l'inacceptable, d'être consciencisé que les gouvernements, que les militaires jouent comme ça avec la nature, et il est totalement fou d'imaginer qu'on n'en paiera jamais les conséquences. Et aujourd'hui, plus que jamais, regardez l'état de notre monde d'un point de vue climatologique, sociologique, humain, bref, à tous les niveaux, nous sommes dans un niveau de catastrophe tel que seulement l'élite est assez aveugle, ou je dirais volontairement aveugle, pour continuer à nous cacher toutes ces problématiques. Une chose est sûre, c'est qu'avec cette vidéo, je l'espère, vous avez compris que modifier le climat technologiquement et scientifiquement, c'est possible, que certains tests ont été globalement dans ce sens-là depuis plusieurs années, que ce n'est pas un fantasme. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ce dossier X jusqu'au bout. J'espère que vous utiliserez le hashtag dossier X pour me poser des questions sur Twitter, mais aussi poser des questions à la communauté, mais aussi de pouvoir taguer des responsables écologiques, des responsables militaires, des responsables politiques sur Twitter en direct et de leur poser des questions parce que ils sont à notre service. Posons-leur des questions sur ce genre de sujet. Je suis convaincu que des langues vont se délier à un moment donné, et c'est peut-être le moment de faire pression pour que ces langues se délient. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, mais aussi de partager. Pour ceux qui ont la possibilité, et je sais que les temps sont durs, eh bien vous pouvez nous soutenir sur notre Tipeee pour qu'on garde notre indépendance. Un grand merci à vous et on se dit à très vite pour le live débat autour de ce sujet qui aura lieu la semaine prochaine, mais aussi, surtout, pour le prochain dossier X. Allez, merci à tous, à la prochaine.